Il est facile de supposer que la guerre ne concerne que les armes. Les missiles, l'artillerie, les drones, les avions, et surtout les milliers de chars russes ont tous défini la guerre en Ukraine, par exemple. Au-delà des armes, les tactiques sont essentielles. Et dans certains cas, les pays qui se défendent contre l'agression découvrent que Mère Nature elle-même peut venir à la rescousse. La Finlande et la Pologne découvrent actuellement un moyen inédit de détruire les blindés russes. Et s'ils y parviennent, les tactiques terrestres habituelles de Vladimir Poutine seront en grand danger s'il lance une guerre contre l'OTAN. Le 29 août, Euromaidan Press a indiqué que la Finlande et la Pologne auraient dû trouver la solution idéale face à la reconstitution des forces russes après la perte de nombreux blindés en Ukraine. Ce système n'est ni un nouveau missile anti-char ni un drone révolutionnaire. C'est un élément du paysage des deux pays pendant des siècles, jusqu'à leur assèchement. Ainsi, la terre pouvait être utilisée à des fins modernes. Quelles sont ses caractéristiques? Les zones humides. Plus précisément, les tourbières restaurées pourraient devenir la dernière et peut-être la meilleure ligne de défense contre la Russie. Et il suffit de remonter un peu plus tôt en 2025 pour comprendre pourquoi. L'exemple cité par Euromaidan Press était un accident. 4 soldats américains en Lituanie, opérant un M88 Hercule, se sont retrouvés piégés dans une tourbière. Les 4 ont perdu la vie, incapables de s'échapper à pied, et leur véhicule blindé de dépannage étant devenu inutile. Bien que ce soit une tragédie pour l'OTAN, l'incident a mis en évidence à quel point ces types de zones humides peuvent être efficaces lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre du dispositif défensif d'un pays. Nous aborderons ce point plus tard dans la vidéo. Concernant les plans de la Finlande et de la Pologne, Politico les a révélés, après avoir parlé à des représentants des deux pays, pour découvrir. Ils étudient activement la possibilité de restaurer des tourbières auparavant asséchées dans leur pays, afin de se défendre contre les chars russes. La Pologne a déjà intégré ce concept dans son projet Bouclier de l'Est, d'une valeur de 269 milliards de dollars. Selon le ministère de la Défense, le projet vise à protéger l'environnement, notamment par la création de tourbières et le boisement des zones frontalières. France 24 fournit plus d'informations, en précisant que les ministères de la Défense et de l'Environnement de la Finlande entameront des discussions à l'automne pour organiser le lancement d'un nouveau projet de restauration des tourbières. Mais à quoi ressemblera ce projet reste à voir. Des discussions similaires ont lieu en Pologne, France 24 précisant que les équivalents polonais de ces ministères consultent également des scientifiques pour voir ce qui peut être fait. Un secrétaire d'État au ministère polonais de la Défense, Grzary Tomczyk, explique pourquoi, dans une déclaration simple. La nature est une alliée, et nous voulons l'utiliser. Et il se pourrait que ces deux nations ne soient pas les seules à s'impliquer. Certains, en Allemagne, soulignent également à quel point les zones humides peuvent être importantes pour les tactiques militaires. Le centre Greifswald-Meyer est un groupe de réflexion sur les tourbières. En juin dernier, il a encouragé l'Union européenne, ou Union européenne, à envisager d'investir jusqu'à 580 millions de dollars pour restaurer 1000 km² de zones humides. En donnant une justification militaire claire. Les tourbières humides ou réhumidifiées sont impraticables pour les chars, ralentissant les troupes et créant des couloirs prévisibles plus faciles à défendre, selon le groupe de réflexion. Les tourbières protègent les infrastructures critiques en compliquant les mouvements de troupes près des transports et sites stratégiques. Le groupe de réflexion a soulevé plusieurs bons points. Pour aggraver la situation de la Russie, les mesures envisagées par la Pologne et la Finlande coïncident avec ce que l'OTAN pourrait appliquer si l'idée se répand. Comme le note Politico, une grande partie des zones humides d'Europe, existantes ou asséchées, forment une ceinture de tourbières. Il est à noter que la plupart des zones humides de l'Union européenne s'étendent le long des frontières que ces nations partagent avec la Russie et l'allié de Poutine, la Biélorussie. Cela crée une frontière naturelle pouvant devenir une barrière très efficace. Selon la source, ces zones humides vont des régions arctiques de Finlande, traversent les États baltes, le goulet de Svolki, jusqu'à l'est de la Pologne. Mais à ce stade, plus d'un historien militaire qui regarde cette vidéo doit penser la même chose. L'utilisation des zones humides pour freiner les armées n'est pas nouvelle. Ils ont raison. Pendant des siècles, les zones humides que la Pologne et la Finlande envisagent de restaurer ont été utilisées pour offrir aux nations qui les abritent d'impressionnants avantages militaires. Politico met en avant plusieurs exemples. En l'an 9, après Jésus-Christ, les tribus germaniques de l'Europe ancienne ont pu utiliser leurs marais pour piéger les soldats romains en maraude, les immobilisant et les rendant ainsi faciles à attaquer. La Russie a déjà beaucoup d'expérience dans les pièges des marais européens, selon Politico.
Dans les années 1940, l'Union soviétique a rencontré des difficultés à franchir les zones humides frontalières de la Finlande lors de son invasion. Pauli Otusatala de Finlande, membre du parti de la coalition nationale au pouvoir, est bien conscient de cet exemple. Après avoir déposé une motion parlementaire suscitant le débat en Finlande, Alto Atala a déclaré « En Finlande, nous avons utilisé notre nature de façon défensive. Je constate qu'à la frontière orientale, de nombreuses zones sont excellentes à restaurer pour le climat et rendre le passage difficile. Concernant la Finlande, France 24 précise que le pays compte plusieurs zones susceptibles d'être remises en eau. De vastes régions du pays ont été asséchées pour la sylviculture, mais les arbres n'ont pas poussé sur ces terres drainées. Aujourd'hui, ces zones, devenues inutiles, sont idéales pour le nouveau plan de la Finlande. Il est très logique de réhumidifier ces grandes zones, déclare Christina Lang de l'Institut des ressources naturelles de Finlande. Si nous devons réhumidifier des tourbières, pourquoi ne pas le faire près de la frontière Est ? La Finlande pourrait aller plus loin. Elle note qu'environ un tiers de la Finlande est constitué du type de tourbière qui pourrait désormais devenir une arme vitale contre la Russie. La moitié de ces terres a déjà été drainée, et beaucoup seront exclus de la nouvelle stratégie finlandaise. Les terres ont été drainées pour la sylviculture ou l'agriculture domestique. Mais dans les cas où le drainage n'a donné aucun résultat satisfaisant, pourquoi ne pas réhumidifier les terres pour les rendre dangereuses à traverser pour les soldats russes ? Poutine a souvent menacé la Finlande depuis le début de la guerre en Ukraine. La plupart de ces menaces ont été proférées lors de la montée en puissance de l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, que Poutine considérait comme une menace pour la Russie. En décembre 2023, CNN a rapporté que Poutine avait vaguement menacé la Finlande de problèmes si elle rejoignait l'organisation de défense collective. C'est ce qui s'est passé. Même sans action militaire directe à ce jour, il est facile d'imaginer que Poutine pourrait envisager un affrontement futur avec la Finlande et l'OTAN en réponse aux pays qui résistent à ses volontés. En Pologne, la revitalisation des zones humides est discutée depuis des années, mais n'atteint le gouvernement que récemment, selon Politico. Victoria Jedruskowiak, militante pour le climat et figure des manifestations Fridays for Future en Pologne, souligne que les planètes s'alignent maintenant. Quand on évoque la sécurité, tout le monde écoute actuellement en Pologne, dit-elle à Politico. Nos tourbières et forêts anciennes deviendront cruciales pour notre défense lorsque la guerre touchera aussi la Pologne. De nombreux Polonais voient désormais la nature comme leur meilleur allié, avec le soutien du ministère de la Défense. Il ne faudra probablement pas longtemps avant que nous commencions à entendre parler de plans pour restaurer les zones humides du pays. Et comme la Finlande, la Pologne possède de nombreuses zones humides qu'elle pourrait restaurer. Ces terres couvrent environ 5% de la Pologne, mais leur restauration y est plus difficile qu'en Finlande. Waterland affirme qu'environ 85% des tourbières polonaises ont été asséchées, probablement pour les raisons évoquées précédemment. Il faudra donc prendre des décisions difficiles sur les zones à restaurer, surtout si les zones humides, proches des frontières vulnérables de la Pologne, accueillent aujourd'hui des fermes ou des communautés entières. Ces décisions doivent être prises, car les avantages militaires sont majeurs. Cela soulève la question de l'impact de ces restaurations de zones humides en cas d'invasion russe future, en Pologne ou en Finlande. C'est simple. Les zones humides compliquent la tâche des chars. Nous en avons déjà parlé, avec l'exemple des 4 soldats américains, qui ont malheureusement perdu la vie lorsqu'ils ont été piégés dans des zones humides. Mais ce qui a été un malheureux accident pour quelques soldats de l'OTAN pourrait signifier la perte totale pour toute invasion russe. Après tout, Poutine adore utiliser des chars. Nous le savons rien qu'au nombre de chars que la Russie a perdu lors de son invasion de l'Ukraine. Le ministère des Finances ukrainien déclare que la Russie a perdu 11 151 chars au 31 août, dont 2 détruits le 30 août. Pour la Russie, les chars sont essentiels pour les assauts mécanisés qu'elle lance contre les fortifications ennemies. Les chars protègent l'infanterie et peuvent détruire murs et défenses. L'Ukraine a déjà trouvé de nombreux moyens de contrer les chars russes. Les missiles anti-chars sont efficaces, mais ce sont surtout les drones kamikazes explosifs visant les points faibles des chars qui causent le plus de dégâts. Le Centre CAR a souligné en juin que les drones ukrainiens causent désormais 85% des pertes russes dans personnel et matériel militaire. Les chars sont en tête de liste. L'usage intensif de drones lourds interroge sur l'intérêt même de revitaliser les zones humides. Les drones travaillant déjà efficacement seuls. La Finlande, la Pologne et l'OTAN reconnaissent leur impact et adoptent des stratégies militaires axées sur les drones. En fait, la Pologne mise tout sur les drones. En 2025, elle investira 55 millions de dollars dans l'achat de drones pour en faire un pilier de sa défense. Ce sont de bons arguments.
Mais imaginez l'efficacité accrue de ces drones si des zones humides restaurées participèrent à la défense d'une nation. Les chars ne traversent pas les zones humides. Leurs chenilles s'enlisent et leur poids les embourbe facilement. Ces énormes monstres de métal ne sont déjà pas les cibles les plus agiles en temps normal, surtout comparés à un drone à vue à la première personne. Mais les voir complètement immobilisés en fait des cibles faciles. Pensons aussi aux opérateurs de chars. Leur réflexe face à un drone incontrôlable est souvent de s'éjecter. Ils tentent de fuir à pied mais échouent sur un terrain marécageux. Même mobiles, les soldats devront parfois marcher des centaines de mètres ou kilomètres pour atteindre un lieu sûr. Malgré les zones humides, ils avancent si lentement qu'ils deviennent des cibles faciles pour les drones. De plus, comme nous l'avons découvert avec l'exemple américain mentionné plus tôt, les zones humides peuvent coûter des vies par l'épuisement tout aussi facilement qu'elles peuvent ralentir des cibles potentielles. Donc, les chars et l'infanterie russe éviteront simplement les zones humides, non ? Ce contre-argument tombe dès qu'on constate qu'une nation en défense, comme la Pologne ou la Finlande, connaît l'emplacement de ces zones humides. Grâce à ce savoir, ils utilisent un marécage et zones humides pour piéger les soldats ennemis. Cette tactique a déjà été employée plusieurs fois. L'Ukraine et la Russie emploient de vastes champs de mines pour orienter les troupes ennemies vers des zones exposées à l'artillerie et aux embuscades. À bien des égards, les zones humides restaurées serviront le même objectif que les champs de mines. Elles seront destructrices pour quiconque serait assez imprudent pour les traverser et utiles aux soldats cherchant à tendre des embuscades. L'archéologie du combat souligne que les zones humides favorisent la guerre de guérilla. Contrairement à d'autres milieux, les zones humides répondent à tous les critères de Clausewitz pour la guerre de guérilla. Possibilité d'agir dans une zone politique, extension nationale, irrégularité, difficulté inhérente, indépendance d'une seule attaque et capacité à mobiliser la communauté. La source précise. Elle fait référence aux écrits de Karl von Clausewitz du XIXe siècle, mais les arguments avancés restent valables aujourd'hui. Devinez quelle nation utilise la guérilla contre la Russie ? L'Ukraine. La Pologne, la Finlande et d'autres pays de l'OTAN disposent d'un territoire idéal pour contrer la stratégie d'agression privilégiée de la Russie. Les assauts mécanisés lourds peuvent être contrés en utilisant les zones humides, et même si les chars russes parviennent d'une manière ou d'une autre à passer sans encombre, ils seront ralentis. Ainsi, ces nations pourront utiliser leurs zones humides pour construire des fortifications et organiser des défenses plus redoutables contre les soldats russes épuisés. La Russie connaît bien ce genre de stratégie. Elle exploitait son environnement hostile pour épuiser les armées ennemies, au point où l'épuisement et l'usure naturelle sont aussi importants pour les victoires russes sur leur propre territoire que les tactiques du pays. Aujourd'hui, Poutine fait face à deux pays envisageant une approche similaire contre lui. Avons-nous dit deux ? Ce pourrait être davantage. Un groupe de réflexion allemand demande déjà au gouvernement d'utiliser les zones humides comme défense. Mais au-delà de l'Allemagne, de la Pologne et de la Finlande, il y en a d'autres. L'Ukraine, par exemple, aimerait restaurer ses zones humides. En juin, Euromaidan Press a indiqué que les attaques surprises de la Russie contre l'Ukraine via la Biélorussie auraient pu échouer. Si ce n'était pas pour les programmes soviétiques vieux de plusieurs décennies, qui ont éliminé les zones humides dans une grande partie du nord de l'Ukraine. Si ces zones humides existaient encore, la Russie aurait eu plus de difficultés à avancer dans le nord de l'Ukraine au début de l'invasion. Des appels demandent à l'Ukraine de restaurer au mieux ces zones humides, le coût n'étant pas un obstacle. Le coût de restauration d'un hectare de zone humide varie de quelques centaines à quelques milliers de dollars selon l'emplacement. C'est du temps que l'Ukraine n'a pas. La réhumidification totale dure 2 à 4 ans, selon Euromaidan Press. C'est parfait pour des pays comme la Finlande et la Pologne qui ont le temps à consacrer à cette tâche. Pour l'Ukraine, engagée dans une guerre active, la restauration des zones humides doit être secondaire, même si cela peut être utile. Certains États baltes envisagent aussi de suivre la Finlande et la Pologne. Le 28 août, Politico a indiqué que l'Estonie rejoignait d'autres pays de l'Union européenne en lançant des discussions ministérielles sur cette possibilité. Un porte-parole du ministère estonien du climat a déclaré à Politico: Je peux confirmer que nous avons entamé des discussions préliminaires avec le ministère de la Défense et que nous aimerions les inclure dans un projet de restauration de la nature. Ces discussions sont encore très préliminaires, mais elles démontrent un point important. Le concept de restauration des zones humides a du potentiel en tant que tactique militaire viable. Il ne faut pas oublier non plus que les zones humides sont bénéfiques pour l'environnement. Elles offrent à la Pologne et la Finlande un autre moyen de contrer l'agression russe. Il est indéniable que la guerre en Ukraine a été une catastrophe pour le climat. Le Fonds mondial pour la nature indique que des écosystèmes ont été détruits.
Le pays a enregistré 78 fois plus d'incendies que l'année précédant l'invasion de Poutine. En Russie, l'Ukraine a utilisé une série de frappes dévastatrices en profondeur pour détruire des raffineries pour pourrinerie de pétrole. Ces frappes sont efficaces. Elles ont affecté près de 17% de la capacité de raffinage russe. Cependant, ces frappes, et celles sur les sources de carburant, libèrent rapidement beaucoup de carbone qui aurait été émis sur une période plus longue. Les zones humides, surtout les tourbières, peuvent compenser cet impact environnemental. Comme le note France 24. Les tourbières agissent essentiellement comme des puits de carbone, piégeant la matière nocive dans le sol, plutôt que de la laisser s'échapper dans l'atmosphère. Cet avantage environnemental explique les nombreuses mentions de la collaboration entre agences environnementales et de défense dans la vidéo, ce qui pourrait être crucial pour le succès de cette stratégie. Selon Politico, l'Union européenne vient d'adopter une loi imposant aux pays membres de restaurer 30% de leurs tourbières dégradées d'ici 2030 et 50% d'ici 2050. Cette loi accorde aux pays de l'Union européenne jusqu'en septembre 2026 pour présenter des plans sur la réalisation de ces objectifs ambitieux. Providence, coïncidence ou synergie. C'est un cas rare où agences environnementales et de défense agissent ensemble au lieu de s'opposer. Les projets à venir de la Finlande et de la Pologne vont désormais faire partie d'un projet environnemental à l'échelle du continent, ce qui s'avère très utile pour la défense contre la Russie. Un seul problème subsiste. Restaurer les tourbières reste difficile, surtout quand ces terres ont été aménagées. Au-delà des contraintes de temps que nous avons mentionnées plus tôt, le simple fait de rendre à nouveau humide une zone qui était autrefois une zone humide comporte certains risques. L'inondation délibérée des terres pourrait être envisagée comme une option. Par exemple, l'Ukraine a fait cela en mars 2022 lorsqu'elle a détruit le barrage de Kozarovchi pour créer des zones humides improvisées. Cela a ralenti les troupes russes. Cependant, cette stratégie comporte de nombreux pièges, notamment l'introduction de matériaux toxiques des réservoirs dans ces terres. Comme le souligne Mark van der Waal de l'Union internationale pour la conservation de la nature, une réhumidification rapide aboutit à la formation d'un lac, sans garantir la diversité biologique attendue. Cela peut être insignifiant militairement. Une réhumidification rapide pourrait même être meilleure pour la défense, pour la raison évidente qu'elle permet de créer rapidement des barrières humides. La synergie naissante entre agences de défense et environnementales disparaîtrait. Ce qui ferait que de tels projets se retrouveraient tellement englués dans la paperasserie que l'avantage de rapidité serait perdu. Nous avons les discussions, tout comme la Pologne, la Finlande et l'Estonie. Grâce à une nouvelle loi de l'Union européenne, le flanc et de l'OTAN pourraient bientôt devenir un paradis de zones humides. Cela va tellement enliser les blindés russes qu'ils en deviendront pratiquement inutiles. Poutine a maintenant beaucoup à réfléchir. Mais le dirigeant russe et ses soldats connaissent bien leurs ennemis, utilisant des méthodes uniques pour contrer leur agression. Prenez les drones, par exemple. L'Ukraine a trouvé un moyen génial de déjouer les drones russes, et c'est bien plus simple que vous ne le pensez. Découvrez-en plus dans notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de commentaires vidéo sur les derniers développements de la défense européenne. Et merci, comme toujours, de nous regarder.